Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier virage de l'info sur RTI 1. Demain, lundi 9 mai, s'ouvre la 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Plusieurs chefs d'État et leurs délégations sont déjà à Abidjan pour ce grand rendez-vous. La conférence va enregistrer la participation d'au moins 5000 personnes et va durer 10 jours. Et avant l'ouverture officielle de la 15e conférence des partis qui se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire, le Premier ministre a visité ce dimanche le site de la rencontre. Patrick Achi s'est dit satisfait de l'immense travail abattu pour réaffirmer le leadership de la Côte d'Ivoire. Il a également échangé avec certains participants. Puis la capitale de la région du Ourodougou perd l'un de ses illustres fils. À Séguéla, les populations sont inconsolables suite au rappel à Allah du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Et depuis samedi, les populations sont plongées dans la tristesse et la désolation. On démarre ce journal avec la COP 15. Plusieurs chefs d'État et leurs délégations sont déjà à Abidjan. Notre reporter Herman Guivé était ce dimanche à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan où il a pu observer l'arrivée de certains participants. Voici son reportage. Aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan, le ballet des arrivées des chefs d'État pour la COP 15 a déjà commencé. L'un des premiers avions à se signaler dans le ciel ivoirien, c'est celui de la République de Namibie. Son Excellence Hage Geingob, à la tête d'une forte délégation, est accueilli au bas de l'échelle de coupé par le vice-président de la République, Son Excellence Tiemoko Médiette-Koné. Au salon privé du pavillon présidentiel, les deux personnalités échangent un court instant des civilités. Puis c'est le tour du président de la République de Djibouti, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de marquer son arrivée en terre ivoirienne. Il sera à son tour accueilli par le vice-président de la République Tiemoko Médiette-Koné. Entre deux écarts d'arrivée de chefs d'État, l'on enregistre la présence d'une délégation avancée en provenance de la République fédérale du Nigeria. L'activité côté tarmac est intense. Les arrivées de délégations s'enchaînent, comme celle de la délégation en provenance de Mauritanie conduite par son chef d'État, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani. C'est le Premier ministre Patrick Achi en personne qui l'accueille à sa descente d'avion et lui exprime le traditionnel Akwaba, la bienvenue à l'ivoirienne. Vient ensuite le tour de l'avion transportant à son bord le président du Nigeria, son Excellence Muhammadu Buhari, de se poser sur le tarmac de l'aéroport Houphouët-Boigny. C'est le vice-président Tiemoko Médiette-Koné qui est présent au bas de l'échelle de coupé pour l'accueillir. Les deux personnalités auront un bref échange. Les délégations de chefs d'État et de ministres continuent d'affluer vers Abidjan. 5000 participants en provenance de 196 pays sont attendus sur les bords de la lagune Ébriée pour cette 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les chefs d'État, eux, sont bien présents. Les présidents de la République du Niger, Mohamed Bazoum, du Ghana, Nana Akufo-Addo et de la RDC, Félix Tshisekedi, sont également à Abidjan depuis quelques heures pour la COP 15. Tous ont été accueillis à leur descente d'avion par le vice-président Tiemoko Médiette-Koné. Toujours à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Premier ministre a pour sa part accueilli l'ex-présidente de la Finlande, Tarja Halonen, et le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Abdullah Shahid. Par ailleurs, ministre des Affaires étrangères des Maldives, nous rapporte notre reporter Kader Sogodogo. Tous prendront part demain lundi à la COP 15 qui se tiendra en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et sur le terrain de la préparation, aucun détail ne sera négligé. Ce dimanche, le chef du gouvernement s'est lui-même rendu sur le site qui va abriter la conférence des partis sur la désertification et la sécheresse. Pendant une dizaine de jours, plusieurs délégations d'experts de 196 pays prendront part aux échanges. Alexis Ouedraogo. Abidjan, capitale mondiale de la lutte contre la désertification. À la veille de l'ouverture officielle de la COP 15 ce lundi, le Premier ministre est sur le terrain. Tout le circuit de la conférence est passé au peigne fin, de l'enregistrement à
à la salle plénière, en passant par les sites de panels et autres stands. Dans la salle qui abrite le Forum des jeunes ouvert ce dimanche, petit moment d'échange avec des participants encore sur place. Pour moi, ça a été une expérience agréable de pouvoir discuter avec le Premier ministre en face. Aujourd'hui, on a des agriculteurs, mais des agriculteurs qui ne sont pas jeunes. Donc le défi, c'est de voir comment arriver à ce que les jeunes s'intéressent au métier de la terre. Avec le Forum des jeunes, la conférence enregistre le sommet des chefs d'État, le caucus des femmes que présidera la première dame Dominique Ouattara. Le chef de l'État aura l'occasion de décliner à l'occasion du sommet des chefs d'État les grands axes, non seulement des grandes questions qui touchent à la terre, mais également aussi du programme spécifique sur la Côte d'Ivoire et de ses ambitions dans ces secteurs-là. Sur les questions organisationnelles, je crois qu'on est extrêmement satisfait, que ce soit les questions d'accueil, que ce soit les questions de transport, de logement et d'hébergement, que ce soit les questions, donc, comme ici, des sites d'événements secondaires ou principaux qui vont être réalisés. On est relativement satisfait qu'un accent particulier a été mis pour permettre aux gens qui ne sont pas physiquement présents mais de par le monde à leur permettre d'assister à la plupart des discussions qui auront lieu ici. Et ce rendez-vous de la COP15 est bien celui de chaque Ivoirien. Pour ramener les populations, pas seulement urbaines, mais à l'intérieur du pays également à y participer, le forum des jeunes qui est organisé aussi bien que le caucus femmes ou encore caucus genre a fait venir de l'intérieur du pays des centaines et des centaines de jeunes des 31 régions de Côte d'Ivoire. Surtout les femmes et les jeunes qui vont être bien sûr les premiers bénéficiaires des retombées de ces assises. Plus de 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous d'Abidjan en provenance de 197 pays. Ce dimanche a été marqué par l'ouverture du Forum des jeunes de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un cadre de réflexion, d'échange et de propositions sur les métiers de la terre de demain. Une journée de partage qui a permis au mouvement de jeunesse d'échanger avec plusieurs autorités ivoiriennes. Franck Kodio. Selon le rapport du 6 janvier 2022 de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Afrique, la dégradation des sols et la perte des forêts sont l'une des causes de l'enlisement dans la réalisation de certains objectifs du développement durable. Cette réalité menace de déplacement 700 millions de personnes selon l'UNFPA touchées par la rareté des ressources et ce d'ici à 2050. Conséquence, montée du chômage, un tiers des 420 millions de jeunes de 15 à 35 ans n'auront pas d'emploi. Ce forum des jeunes de la COP15 explore les thématiques des métiers de la terre, une solution potentielle. Quand on dit impliquer, il ne s'agit pas seulement de créer des programmes et inviter les jeunes à y partir. Non, mais c'est de s'asseoir avec les jeunes, réfléchir sur des initiatives innovantes à travers lesquelles les jeunes sont partie prenante. Parce que nous avons déjà fait des ateliers dans ce sens, notamment sur la question de l'agroécologie, des métiers verts, de la foresterie. Donc ce sont des choses, pour nous jeunes, ce sont des opportunités que nous devons saisir quand on sait la gravité du chômage sur nos cieux. Des jeunes venus de divers horizons portaient leurs préoccupations et face à eux, des membres du gouvernement ivoirien échanger et rassurer sur les mécanismes en place. La désertification est la conséquence des effets climatiques aussi. Et c'est pris en compte dans le Legacy Programme, dans l'initiative d'Abidjan que le chef de l'État va porter. Donc demain à l'ouverture de la COP, au sommet des chefs d'État, c'est là que l'initiative d'Abidjan va être adoptée. Toutes ces questions de jeunesse, des femmes, vont être adressées dans le cadre. C'est pour cela que ce forum est en train d'être tenu. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, président de la cérémonie, ont quant à eux insisté sur l'expérience de la Côte d'Ivoire. Pour résoudre la question de la pénibilité du travail, le gouvernement ivoirien a décidé de faire de la mécanisation et de la modernisation des moyens de production agricole une priorité. Et pour pouvoir utiliser ces outils modernes, l'agriculteur doit être bien formé et bien encadré. Chers jeunes délégués, le Forum des jeunes de la COP15 est la plateforme qui vous permettra d'exprimer vos engagements en faveur de la neutralité en matière de dégradation des terres, de renforcer vos capacités à lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Cette plateforme est un lieu de partage de vos expériences en matière d'opportunités d'emploi décents dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie et d'autres métiers de la terre.
premier jour d'échange et des participants satisfaits. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui a beaucoup plus de ressources que nous, ils sont quand même en train de bouger dans cette direction. Et oui, c'est encourageant aussi de voir ça. Notons que ce forum des jeunes ouvre le bal des réflexions autour de la COP 15 à Abidjan. COP 15 qui prendra fin le 20 mai prochain. Toujours dans le journal de la COP 15, en 60 ans, la forêt ivoirienne a fait les frais de la coupe abusive du bois pour l'agriculture, le commerce, mais aussi pour les ménages. Et depuis, le gouvernement tente d'inverser la tendance. Il invite dorénavant les populations à l'usage du gaz butane, un changement de politique décrypté par Lanciné Bakayoko. Cacao, café, EVA, palmier à huile, banane, ananas, coton, cajou. Sur ces spéculations agricoles, la Côte d'Ivoire continue de garder son rang des leaders africains. Ces productions qui font de la Côte d'Ivoire une puissance agricole ont prospéré grâce à sa forêt. Malheureusement, cette forêt, elle est fatiguée. Et cela s'est traduit par son état de dégradation. Mais cette dégradation tous azimuts de la forêt, la Côte d'Ivoire en fait une préoccupation majeure, notamment par l'adoption depuis 1993 de la politique baptisée butanisation. L'État de Côte d'Ivoire a une politique de promotion de l'utilisation du gaz pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de protection de l'environnement, pour lutter contre la déforestation et pour que les ménages les plus vulnérables puissent utiliser le gaz partout. Dans cette usine de fabrication de gaz butane en zone industrielle d'Akoupé-Zegui, des fourneaux en effervescence, des ouvriers à la tâche, des machines à plein régime. Objectif, couvrir la demande sans cesse croissante. Aujourd'hui, la consommation de bouteilles en Côte d'Ivoire, c'est de 1 200 000 bouteilles par an. Nous sommes à 2 millions de bouteilles de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut couvrir le marché facilement. Pour les protecteurs de l'environnement, la rareté du bois, son prix et la menace des écosystèmes font du gaz butane une alternative crédible. Techniquement, c'est une excellente approche parce que le recours au bois de chauffe implique que les populations aient coupé les bois dans la forêt. Et donc, c'est ce qui est de nature à accélérer la déforestation, à constituer tout ce qui va amener par la suite la dégradation des terres et l'avancée de la désertification. Le défi aujourd'hui, c'est d'éviter que cette politique de butanisation ne bute sur des pénuries comme celle de la mi-juillet 2021. Des pénuries qui font flamber les prix et donc soumettent les ménages à la tentation du retour au charbon. Le Dimanche Magazine ne déroge pas à la règle. Il a été entièrement consacré à la COP 15. Hamza Diaby recevait le coordonnateur Afrique de l'Ouest pour la FAO avec Robert Gouantoué-Guéhi. Il a parlé de la désertification de la sécurité alimentaire. Extrait. Les statistiques ont montré que 12 millions de terres arables en Afrique sont perdues chaque année. Et la sécheresse aussi est à la base de la perte jusqu'à 80% des récoltes. Nous travaillons beaucoup sur des outils. Les outils, les guides que nous développons. Nous travaillons avec les gouvernements sur les politiques cohérentes, sur les stratégies, les programmes pays. Et donc l'exemple de la Côte d'Ivoire, comme vous posez la question. En Côte d'Ivoire, depuis 1987 que nous sommes ici, nous avons toujours soutenu la Côte d'Ivoire dans le développement dans le développement rural et le développement de l'agriculture. Il y a 12 millions d'hectares qui sont perdus. Oui. Et sur ces 12 millions d'hectares, si on avait cultivé, on allait récolter près de 20 millions de tonnes de céréales. Alors donc, vous voyez là ce que nous perdons aujourd'hui de ce phénomène de désertification. Il y a les dernières estimations du cadre harmonisé, qui est un système de collecte de données de SILS, a montré qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons 27 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et de ces 27 millions, nous avons 1,3 million qui sont en situation d'urgence. Mais ça, c'est depuis le mois d'avril jusqu'à mai. Alors, si la tendance continue pendant la période de soudure de juin à août,
les prévisions disent que nous allons avoir 38,3 millions de personnes en Afrique de l'Ouest qui seront en insécurité alimentaire. Il faut que les gens soient sensibilisés. C'est l'une des conditions exigées par les organisateurs pour avoir accès au site de la COP15. Il faut se faire dépister de la Covid-19. Plusieurs dispositifs ont été installés à cet effet. On regarde le constat de Grace Kando. Le test de dépistage à Covid, une condition sine qua non pour participer à la 15e conférence des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Avant le fonctionnement officiel demain de l'antenne Covid-19, un site provisoire est installé à l'annexe du Grand Préau. Des participants se soumettent déjà à cette exigence. Je viens de faire mon test rapide de Covid. Comme son nom l'indique, c'est un test qui est très rapide. En moins de 10 minutes, j'ai eu mon résultat et c'est négatif. Vraiment, je suis d'avis avec cette initiative. J'ai fait mon test aujourd'hui pour ne pas être dans le long rang de demain. Puisque nous sommes bénévoles, il faudrait que nous soyons là un peu vite, tôt. Concernant l'antenne Covid-19, les responsables expliquent le processus. De façon pratique, tous les participants arriveront demain matin, dès demain matin. Ils vont rentrer dans cette salle et derrière moi, vous voyez les chaises qui sont disposées. Il y a 50 chaises. Donc, ils vont rentrer par groupe de 50. Et puis, ils seront enregistrés et avec un numéro, un code qu'ils auront. Ils seront appelés par la suite, un à un, pour venir dans ces box que vous voyez sur ma gauche et ma droite. On fera les prélèvements par groupe de 10. Lorsque c'est fini, les prélèvements seront remis aux techniciens qui vont techniquer ces échantillons ici. Et puis, les prélevés, les participants qui ont été prélevés vont attendre sur ma gauche, sur les chaises que vous voyez. Et puis, en 3, 4, 5 minutes maximum, ils auront leurs résultats. En ce moment, ils vont aller rejoindre les salles de travaux. Okay. Tous les jours, les participants doivent se faire dépister. Pour les personnes testées positives, des dispositions sont prises. Si après le prélèvement, on tombe sur quelqu'un qui a un résultat positif, il y a une ambulance dédiée qui va le transporter vers les centres de prise en charge immédiatement. Ils seront transportés d'ici vers le service des maladies infectieuses où des chambres sont réservées déjà. Ils seront traités là-bas. Soit la situation nécessite effectivement un traitement à l'hôpital. Alors ils seront hospitalisés dans ces centres, dans ces chambres que nous avons déjà réservées. Soit la situation n'est pas très compliquée, alors on le laisse en isolement dans sa chambre d'hôtel et il ne sortira de là que lorsque le test effectué 5-6 jours après nous revient négatif. Non loin du site provisoire de dépistage, un camion mobile est installé. Une aubaine pour tous de se faire vacciner. Et la transition est toute faite. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 8 mai. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 691 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 4 guéris et 0 décès. À la date du 8 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 81 974 cas confirmés, dont 81 160 personnes guéries, 799 décès et 6 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 507 032. Le 7 mai, 26 444 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 517 096 doses du 1er mars 2021 au 7 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. On parle maintenant de religion. Le secrétaire d'État du Vatican était à Yamoussoukro, à la basilique Notre-Dame de la Paix. Il a prié ce dimanche. Son éminence, Pietro Cardinal Parolin, a aussi déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La messe dominicale est dite par un hôte de Marc, son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Prennent part à cette messe le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et plusieurs membres du gouvernement. L'homme de Dieu est en mission épiscopale en Côte d'Ivoire. Durant cette messe, il a demandé à la communauté catholique d'œuvrer
pour le rayonnement de l'Église de la Côte d'Ivoire et d'être des acteurs de paix au service de l'humanité. Après la messe, l'hôpital Saint-Joseph Moscati, l'Église catholique est au service de la santé de l'homme. Le gouvernement ivoirien ne lésinera sur aucun moyen pour le bon fonctionnement de cet hôpital. L'État fera sa part, non seulement donc pour aider donc la direction de l'hôpital à remettre en service tous les équipements qui sont donc qui ont pris des coups, puisque certains équipements sont en panne, mais également donc prendre des dispositions pour payer l'ensemble des dettes, que ce soit pour l'électricité, etc. Et nous avons prévu donc à partir de cette année donner donc à l'hôpital une subvention pour prendre en charge surtout les services sociaux donc administrés par l'hôpital, notamment la gratuité, la CMU, le service donc basé sur la performance que nous voulons appliquer comme donc service complémentaire à ce qui est administré ici. Dernière étape de cette visite, le caveau familial de Boigny, où le numéro 2 du Vatican a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Le Vatican ne cessera jamais de l'honorer pour son don de soi, matérialisé par la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix, offerte au Vatican. J'étais très bien accueilli par le Premier ministre avant et le Président de la République. Et on a eu des dialogues très intéressants, disons un peu sur les questions bilatérales, mais aussi sur des questions internationales. Et après cette rencontre avec l'Église locale, alors l'ordination d'hier et la messe d'aujourd'hui. Mais je suis très satisfait pour cette visite. Je pense que ça sert beaucoup à consolider les relations entre les Saint-Sièges et la République et la Côte d'Ivoire dans cette occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations. Son Éminence Pietro Cardinal Parolin quitte la Côte d'Ivoire cette nuit à 21h30 GMT. Départ prévu depuis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. Et ce carnet noir, à présent, la nouvelle de la disparition du président de l'Assemblée nationale a été diversement accueillie. Au-delà de la considération qui frappe tout le pays, la douleur est encore plus vive dans le district du Woroba. Je vous propose de suivre le constat de Moussa Konaté. La triste nouvelle est tombée samedi 7 mai. Amadou Soumaoro s'en est allé. À Séguéla, la ville natale du président de l'Assemblée nationale s'est réveillée ce dimanche 8 mai dans un calme inhabituel. Chez les Soumaoro, l'une des 5 grandes familles de Séguéla, c'est la consternation. Elle a perdu un neveu depuis le mois passé, aujourd'hui c'est son 40e jour. Plus a perdu son même mère, et elle aussi a fait un sacré frère, dont les deux sont combinés ensemble aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, on apprend lui aussi son décès. C'est un choc pour Séguéla complet. Et pour le plus sud de l'Europe. Vous voyez cette photo? Il y a 6 personnes que vous voyez sur la photo. Ça, c'est la famille de Lucemba qui entoure le président Alassane Ouattara. Parmi ces 5 personnes qui entourent le président Ouattara, personne ne vit encore. La grande famille de Lucemba est vide. Il ne reste que les neveux. La famille Soumaoro est sous le poids du deuil. Le fils de Loseni Soumaoro, pilier de la famille, est parti. Je n'ai même pas pu dormir. J'ai pleuré toute la nuit. C'est lui seul qui était notre tout, qui faisait tout pour nous, la famille. C'est lui qui soutenait la famille. Tout Séguéla est en deuil, tout le monde est en deuil. Mais tout ce que Dieu décide, c'est ce que Dieu fait. En plus de la famille Soumaoro, c'est toute une ville qui est éprouvée. Les habitants de Séguéla se sentent dévastés par la nouvelle du décès d'Amadou Soumaoro. On pleure aujourd'hui un barbare, un grand homme de ce pays, un grand serviteur d'État. On a perdu notre grand frère, Ahmed Bakayoko. On vient de perdre un autre grand frère encore, Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro a fait beaucoup de choses pour la jeunesse musulmane ici à Séguéla. Il a même construit une école islamique pour nous à Séguéla. Amadou Soumaoro fut le maire de Séguéla de 1996 à 2011. Il était député de Séguéla sous-préfecture depuis 2011.
On parle maintenant de politique avec cette réunion du directoire du RHDP. La rencontre hebdomadaire s'inscrit dans la nouvelle vision du parti. Plus de détails avec Éric Goré. Cette rencontre des membres du directoire du RHDP a pour but d'examiner les feuilles de route du secrétariat exécutif adjoint chargé de la vie du parti, du secrétariat national chargé du suivi et de l'évaluation de la vie des structures du parti et du secrétariat national chargé des élections. Le directoire rappelle que ces entités ont pour mission de mettre à la disposition de la haute direction du parti un cadre général de mesures de l'efficacité et de l'efficience des structures du parti. Un plan d'action a été proposé. Celui-ci permettra de définir des indicateurs de performance, de mettre en place un outil de suivi, évaluation adapté, de concevoir un cadre de collecte, d'analyse et de protection des données, et de constituer une mémoire du parti en matière de suivi-évaluation. 175 missions vont se déployer sur le territoire pour l'implantation du parti des oufouettistes. 5 objectifs leur sont assignés, dont l'identification des militants du RHDP. Pour le district d'Abidjan, 47 délégations superviseront les 47 départements politiques créés. Pour l'intérieur du pays, ce sont 128 délégations qui ont été constituées pour évaluer les 298 départements politiques nouvellement définis. Après des séances de préparation et de formation, les 175 missions se déploient sur le terrain à partir de ce jeudi 5 mai 2022. La restructuration du RHDP est dans sa phase active en respectant les recommandations de Alassane Ouattara, président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et justement, plusieurs délégations du RHDP sont en mission dans le Tonkoui. Il s'agit pour elles de s'imprégner de la situation du parti dans ces régions. La mission fait suite à une restructuration du parti par le président du RHDP, Alassane Ouattara. On retrouve encore une fois Éric Goré. Les membres de ces 8 délégations sont à Mans, la capitale de la région du Tonkoui. Avant leur rencontre avec les militants, une séance de travail a lieu avec les élus cadres du RHDP du Tonkoui. Félix Anoblé est à la tête de cette délégation. Il rappelle l'essentiel de leur mission. Faire le point des sections et des comités de base, vérifier l'inscription des militants dans le comité de base, c'est-à-dire la présence physique des noms que vous avez donnés. Maintenant, on veut les voir. Vagondo Diomandé a quant à lui demandé aux militants du RHDP du Tonkoui de réserver un accueil chaleureux aux membres de ces délégations. Il demande aux militants de leur faciliter la tâche. Votre mission va séjourner ici dans le Tonkoui pendant quelques jours. Mais vous l'avez si bien dit, vous êtes ici chez vous. Considérez-vous comme chez vous. En tout cas, nous sommes engagés dans cette voie. Et qu'on se remette tous au travail pour un RHDP fort afin que le Tonkoui reste debout à jamais. Les militants du parti des oufouettistes se disent prêts à relever le défi. Ceux qui sont arrivés au nom de nos partis soient à l'aise dans leur travail. Ils fassent un travail vraiment parfait et qu'ils puissent rentrer. La région du Tonkoui compte plus d'1 million d'habitants. Le RHDP entend donc ratisser le plus largement possible pour demeurer toujours le parti politique leader dans la région. On ferme ce journal dans quelques minutes, non sans jeter un dernier coup d'œil à l'actualité internationale. Une sélection signée Sidonie Davila. Le Premier ministre indien a débuté lundi une tournée de 3 jours en Europe pour renforcer l'esprit de coopération de l'Inde avec ses partenaires européens. La guerre en Ukraine fait l'objet de discussions alors que l'Inde s'est jusqu'ici refusée à toute condamnation des actions de la Russie. En plein retrait militaire, la France conteste la rupture des accords de défense. Le porte-parole du gouvernement malien a justifié mardi cette décision en invoquant notamment de multiples violations de l'espace aérien par les appareils français. Le procureur général de Conakry a annoncé mercredi des poursuites par voie de dénonciation contre l'ex-président Alpha Condé.
notamment pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Une trentaine d'anciens hauts responsables sont également visés. Selon les premiers résultats, le Parti conservateur a perdu 53 sièges dans les conseils locaux aux élections qui se sont déroulées jeudi au Royaume-Uni. Ce scrutin, dont les résultats sont encore attendus, a valeur de test pour le Premier ministre Boris Johnson. La proposition soumise aux États membres prévoit un arrêt des importations de pétrole russe d'ici à fin 2022. Le Premier ministre Viktor Orban, contre cette idée, a jugé vendredi que Bruxelles venait ainsi de franchir une ligne rouge. 11 militaires ont été tués samedi en Égypte en déjouant une attaque terroriste. Il s'agit du plus lourd tribut payé par les forces égyptiennes depuis des années. Au lendemain d'une investiture à l'Élysée pour son second mandat, Emmanuel Macron, ce dimanche à Paris, a présidé la commémoration du 77e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et voilà qui referme cette édition. La rédaction de RTI 1 vous remercie de votre aimable attention. Bonsoir et que la paix soit avec vous.